Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Architecture, a été réalisée le 18 mai 2021. Comme tu l'as dit, les mouvements de l'univers entrelacent les ondes pour créer des motifs, des figures qui dessinent des structures. C'est ainsi que la matière prend naissance. La matière serait donc en mouvement constant. Mais pourquoi la percevons-nous comme statique ? Tout bouge, et il existe différentes façons de le percevoir, car certains mouvements sont profonds et lents. Cela est directement lié à la longueur d'onde à laquelle un objet évolue, c'est-à-dire au niveau de fréquence de ces ondes. Ce qui se traduirait par des objets de plus grande gravité ayant une faible fréquence et dont les mouvements sont donc si lents qu'ils sont imperceptibles à l'œil nu, comme la précession des équinoxes de la Terre. À l'inverse, ils peuvent être si rapides qu'ils sont impossibles à voir, comme le mouvement d'un électron à l'intérieur d'un atome, ou les photons dans l'environnement. Qu'ils soient plus rapides ou plus lents, ils produisent le même effet. Ils deviennent impossibles à voir. C'est ce qui fait que le cerveau les enregistre comme statiques, car il ne perçoit pas leur mouvement. Oh, je comprends. Mais tout est en mouvement, et l'une des façons de le comprendre, c'est la transformation. Tout objet que tu vois a subi un processus de transformation que l'on considère comme un mouvement. La tasse est du plâtre qui, un jour, était une montagne dans une autre partie du monde. La fourchette est un alliage de métaux provenant de carrières situées ailleurs dans le monde, faisant partie de plaques tectoniques qui se sont formées à partir de la fusion de roches sous forme de lave, sous la pression des volcans. Le miroir est du sable, des particules de minéraux fondus qui se trouvaient autrefois sur des plages et dans des déserts, issus de l'érosion des plus anciennes montagnes du monde. Tout ce qui te semble statique est en mouvement, à des rythmes différents du tien, et c'est pourquoi tu ne le perçois pas clairement, tout comme tes yeux ne peuvent percevoir les couleurs qui se situent en dehors de la gamme comprise entre 350 et 800 nanomètres de fréquence. Alors, comme nous l'avons dit hier, tout est en train de danser, sauf que certains dansent sur de la musique techno et d'autres sur de la danse classique, du ballet, ou quelque chose de plus lent comme la sardane. C'est exact. Et tous suivent certains schémas rythmiques, une métrique, qui génère les structures dont nous avons parlé hier. Le tétraèdre, l'octaèdre, l'hexaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre, et toutes les figures qui en découlent. Et à partir de celles-ci apparaissent les fondements qui soutiennent la réalité. Qui dessinent l'univers connu. Ce qui donne naissance, d'après ce que je vois, au dernier des beaux-arts, de l'Antiquité, l'architecture. Le mot architecture vient des mots grecs arché, principal, et tectone, maçon, constructeur, un mot indo-européen tek qui signifie tisser. Le suffixe ura fait référence au produit final. Ainsi, l'architecture est le produit réalisé par le constructeur principal. Dans notre cas, l'univers. Le terme apparaît en relation avec le maître d'œuvre. Au départ, les humains rassemblaient de la boue et des pierres et construisaient une structure dans laquelle ils pouvaient s'abriter. Mais certains ont trouvé des techniques pour améliorer ces constructions, alors que c'était généralement le fermier lui-même qui construisait sa maison, ou plus tard le forgeron, l'ouvrier qui, de ses propres mains, se débrouillait pour construire. Certains étaient si ingénieux qu'ils ont consacré leur vie à quelque chose appelé ingénierie. Oh, je n'avais jamais bien compris le concept de ce qu'est un ingénieur. C'est quelqu'un qui possède l'ingéniosité, un génie pour résoudre des problèmes structurels dans n'importe quel domaine. Le mot génie vient du mot gène, qui signifie donner naissance, engendrer. Et à Rome, on appelait genius l'esprit qui naissait
avec chaque personne, qui guidait et conférait des attributs aux enfants, comme une sorte d'ange gardien avec ses ailes. Dans l'Antiquité, on célébrait ce génie et on lui offrait des cadeaux pour être venu accompagner l'enfant le jour de sa naissance, d'où l'origine des fêtes d'anniversaire. Oh waouh! Donc, on célèbre notre génie. Être avec le génie, avoir de l'ingéniosité. Ainsi, on considérait que c'étaient les génies qui conféraient des capacités surhumaines à certaines personnes, capables de changer la vie de beaucoup. Les ingénieux sont devenus des professionnels, des ingénieurs, améliorant la qualité de vie, surtout grâce à l'art de la construction. Dans les civilisations anciennes, le professionnel chargé de diriger les travaux ingénieux était appelé maître d'œuvre, d'où le nom grec architecte, que nous avons hérité. L'ingénieur architecte devait diriger les autres ingénieurs de construction, et pour ce faire, il devait étudier des matières clés, mathématiques, arithmétique, chimie, physique, géométrie, géographie, orographie, dessin, peinture. Tout cela conduisait à son tour à comprendre la maîtrise de la musique, ainsi que les structures physiques du corps humain. Il n'y avait qu'un seul lieu où tant d'arts et de sciences réunis pouvaient s'apprendre. L'agora des philosophes. Des lieux tels que celui représenté par l'artiste Raphaël dans la fresque du Vatican intitulée « L'école d'Athènes ». Dans ces écoles, les esprits ingénieux apprenaient et partageaient leurs connaissances sur les arts et les sciences avec un grand amour, et donnaient un sens transcendantal au sujet d'étude. L'univers était un esprit mathématique qui se manifestait à travers la géométrie. Le cosmos était un orchestre qui jouait la musique des sphères. L'esprit universel concevait les plus belles sciences qui donnaient naissance à la perfection, et par conséquent, la technique et la métrique ne suffisaient pas. Les sciences devaient posséder de l'art, de la beauté, de l'esthétique, de la même manière que le cosmos concevait une fleur, un pan, un coquillage. Avant les écoles grecques, les philosophes mésopotamiens, égyptiens, ceux de la vallée de l'Indus, du fleuve jaune et d'Amérique centrale, avaient eux aussi fondé leur école, unissant la science et l'art comme l'esprit et le corps d'un Dieu créateur. Beaucoup, surtout le long du Nil, avaient interprété que si tout ce qui existait était la conception d'un esprit capable de construire la beauté à partir de la géométrie, cet esprit devait donc être le premier constructeur de l'univers. Cette idée a profondément marqué les constructeurs, qui ont cessé de se considérer comme de simples maçons pour devenir ni plus ni moins que les représentants de ce Dieu sur terre. Comme le dieu Thoth, l'architecte. C'est exact. Sa compréhension holistique du cosmos lui a permis de réaliser les plans qui ont donné naissance aux pyramides, non seulement comme une construction grandiose, mais aussi universelle, en lien avec les étoiles, le corps humain, la musique, les sciences mathématiques, la beauté, le mouvement. L'architecture a cessé d'être considérée comme la construction de maisons pour devenir l'art de construire le corps de Dieu. Les temples, leurs colonnes, leurs mesures, leur hauteur, leur largeur, l'art de leurs murs, les formes de leurs murs et de leurs chapiteaux, les proportions, les points de fuite, les portiques, les axes et les contreforts ont marqué la planification visant à faire descendre le ciel sur terre. Atertumti, le ciel sur terre, était le plan de construction du corps divin dans le monde terrestre. Cela fait-il partie de l'architecture? Ce sont les architectes, élevés au rang de prêtres, qui démontraient leur capacité à l'aide de techniques secrètes, reçues directement de la connexion avec le divin. C'est pourquoi encore aujourd'hui bon nombre des constructions de l'ancien monde nous semblent incompréhensibles. Nous ne pouvons pas comprendre comment elles ont été réalisées. Parce qu'ils construisaient avec bien plus qu'un marteau, une équerre et un compas. Ils construisaient en tenant compte de l'univers tout entier et de tous ses facteurs internes et externes. Pour ce groupe de prêtres, Dieu était le grand architecte. J'ai déjà entendu cela. C'est ainsi que les francs-maçons désignent Dieu. L'histoire de la franc-maçonnerie provient directement de ces prêtrises. Originaires du Moyen-Orient, les écoles d'architecture holistique étaient des parcours initiatiques qui préparaient le corps, l'âme et l'esprit des personnes, en faisant d'elles des studieux de la réalité, des philosophes universels.
l'origine des universités. Exactement. Ces écoles étaient étendues jusqu'en Grèce, mais les Grecs effectuaient leur voyage vers le Nil, la Mésopotamie et l'Anatolie, pour acquérir les connaissances et l'expérience. Avec l'arrivée du christianisme et son expansion à travers l'Europe, nombre de ces écoles furent fermées, partant du principe que les mystères de Dieu devaient rester tels quels, et que l'humain n'avait pas le droit de se proclamer en mesure de les comprendre. Et ils ont interdit toute universalité du savoir. L'islam et le judaïsme ont maintenu ces universités en vie pendant longtemps, jusqu'à ce que le christianisme s'impose sur ces deux religions sœurs, les conduisant à l'apathie et les transformant en mouvements extrémistes. Cependant, dans le sud de l'Europe, certaines écoles clandestines continuaient d'enseigner les arts anciens. Après la chute de l'Empire romain et le début du Moyen Âge, il y a eu un grand déclin dans la construction, passant d'énormes temples et de constructions comme le Palatin de Rome à de simples églises romanes et des maisons rustiques. Mais tout changea avec l'émergence de la bourgeoisie, lorsque les richesses apportées par le XVe siècle stimulèrent la croissance des villes, rendant les petites églises ridicules. Ainsi, le christianisme a choisi de permettre aux architectes et aux maîtres d'œuvre de retourner étudier au Moyen-Orient et de récupérer les arts architecturaux des civilisations antiques, afin de construire des églises bien plus grandes qui s'imposeraient au-dessus des villes, comme le seul pouvoir de Dieu sur terre. Et c'est ainsi que les cathédrales ont vu le jour. Et c'est ainsi que renaquirent les confréries de l'équerre et du compas, les architectes représentants du Dieu bâtisseur, tous reconnaissables à leurs symboles et à leurs vêtements, ainsi qu'à leurs maillets. C'est pourquoi on les appelait maçons. Du français maçon, celui qui pétrit, qui façonne. La franc-maçonnerie accueillait ces philosophes universitaires qui cherchaient à comprendre tous les arts de la création afin de pouvoir construire le corps de Dieu dans le monde, comme l'avaient fait autrefois leurs prédécesseurs. Mais ensuite, la franc-maçonnerie s'est détournée de l'architecture. Après les révolutions sociales du XVIIIe siècle, ils se sont consacrés à la construction de villages, d'économies, d'écoles et de nouveaux pays. Rappelle-toi qu'ils étaient des constructeurs universels, même si, à l'époque de la religion, les maçons se limitaient à la construction de bâtiments. Ainsi, l'école de maçonnerie devint l'université d'architecture, à laquelle, dans une nation libre, beaucoup pouvaient accéder. L'architecture, donc, va au-delà de la simple construction d'un bâtiment. C'est vrai. En tant qu'art, l'architecture est la manière de reconstruire la beauté qui vit dans l'esprit. Contrairement à la sculpture, qui utilise des matériaux pour donner des formes vivantes et naturalistes à ses œuvres, l'architecture prétend englober le monde, transposer les mathématiques et la géométrie directement dans notre réalité tangible, afin que nous puissions l'habiter. Chaque fois que tu vois une fenêtre, une porte, un angle, un recoin, le plafond, tu vois les proportions de l'univers de manière tangible, transposées par l'esprit humain. La construction des espaces est un art qui donne vie à la création elle-même, mais qui, au lieu d'en faire un objet d'adoration comme en sculpture, en fait un foyer pour les vivants, permet à l'individu de vivre au sein du cosmos, de l'expérimenter, d'être une partie intégrante de l'œuvre, pouvoir vivre le corps divin. Cela nous permet de faire l'expérience de la géométrie sacrée, des motifs de lumière, de toucher, d'expérimenter les arêtes et les sommets du tissu cosmique. Les premières structures n'étaient pas des habitations, mais des cités sacrées telles que les dolmens et les menhirs, donnant ensuite naissance aux cromlechs, comme le célèbre Stonehenge. Au-delà de ces constructions paléolithiques et du néolithique, les ziggourats, les temples et les pyramides se sont répandus à travers le Moyen-Orient, jusqu'à ce que les Grecs et les Romains intègrent l'architecture classique que nous connaissons aujourd'hui pour ces trois styles principaux, ionique, dorique et corinthien, selon les formes des chapiteaux de leurs colonnes. L'architecture possède-t-elle aussi une trinité sacrée? Oui, les Romains l'appelaient Venustas, Firmitas et Utilitas,
beauté, solidité et utilité respectivement. C'est Vitruve qui a schématisé cette trinité sacrée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Est-ce celui du célèbre homme de Vitruve dessiné par Léonard de Vinci? Exactement. Léonard de Vinci a dessiné cet homme en hommage et en référence aux études de Vitruve sur l'architecture et l'ingénierie. Cependant, sa vision scientifique et mathématique diffère des applications plus symboliques de l'architecture, car elle décrit la technique, mais pas les modes. L'architecture a bien sûr pour but d'être utile, pratique, et, en tout cas, solide pour perdurer dans le temps, tout en intégrant l'esthétique, qui donne vie et âme à la construction. Il existe cependant plusieurs autres facteurs qui s'écartent de cette simple observation logique. L'architecture est flexible, adaptable, car elle se modifie en fonction de l'espace habité par les personnes, ainsi que du mouvement de la vie elle-même. L'architecture n'est pas seulement présente dans la création de bâtiments, mais aussi dans la manifestation des espaces de vie, qui n'ont pas besoin d'être solides ni beaux, selon les canons grecs et latins. Cela nous permet de comprendre que l'architecture concerne l'espace et le vide. Le vide? Le vide est la possibilité de l'espace. L'esprit utilise le vide comme un terrain fertile pour la conception d'espaces habitables. Et c'est pourquoi, pour te construire, tu dois trouver le vide. Oh, l'idée d'aller vers le vide intérieur. C'est pour trouver l'espace sur lequel je construirai ma vie. Tu es l'architecte de ta propre existence et tu peux redessiner ta vie. Mais pour cela, tu dois repenser tes fondements, les piliers sur lesquels repose ton existence, comprendre sur quoi reposent tes croyances, le pilier du besoin, de la foi, des passions, de la connaissance de soi, de l'amour. Sur quoi t'appuies-tu? Découvre ces piliers et demande-toi si tu dois les reconstruire en ajoutant peut-être de nouvelles formes à la structure. Redessiner mon foyer. Et pour cela, tu dois faire le vide. Trouver cet espace pur à partir duquel te reconstruire. Par où commencer? Par une feuille blanche, dessine un plan de ton foyer, celui que tu as ou celui que tu souhaites. Ou dessine le plan de ta maison en suivant la silhouette de ton corps sur une feuille, où les pièces sont tes organes. Conçois les connexions, réorganise les meubles, innove dans les structures, écris la fonction de chaque espace, ajoute des baies vitrées et des portes pour pouvoir sortir, déplace les piliers et les fondations, et concrètement, essaie de restructurer ta maison ou ta chambre, déplace ton lit ou un meuble, tourne quelque chose, apporte un changement à ton espace, réorganise. Cela fera circuler l'énergie et tu remarqueras le changement imminent. Tu peux aussi aller au-delà des plans et réaliser une maquette de ton foyer. Conçois, réveille le génie en toi et sois ingénieux. Éveiller le génie en moi. Tu es en train de manifester un foyer. Dessine comment il sera, ce que tu y feras. Manifeste-le. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé les 5 premiers jours de l'année en juillet et août 2020 au sujet des 5 solides qui construisent la réalité. Utilise cette connaissance pour construire ton être. Tu es l'architecte de ton propre monde. Je me reconnais comme l'architecte de mon propre être. Trouve le vide en toi et dessine la beauté de ton être, en créant toi-même, en découvrant l'utilité de chaque partie de ton corps et de ton monde intérieur. Je suis le constructeur de ma propre réalité, l'ingénieur de l'âme. Tu es l'homme de Vitruve.